nous sommes toujours dans le module 3, Windows. Nous avons Windows. Nous sommes actuellement dans la deuxième et fonctionnement de Windows, qui consiste dans cette partie à expliquer son fonctionnement. L'histoire de Windows, la première partie, nous avons étudié vulnérabilité, également les vulnérabilités. Vulnérabilité, c'est également. Et nous allons commencer la deuxième partie, architecture et fonctionnement de Windows, en commençant par l'explication sur la couche file, le mode utilisateur, déjà expliqué, le système de fichiers Windows, le flux de données alternatif, déjà expliqué également. Le dernier cours portait sur le processus de démarrage de Windows. Nous avons pris le temps de bien expliquer le processus de démarrage en utilisant le BIOS ou en utilisant. Alors, aujourd'hui, nous allons démarrer avec le 3.2.6, démarrage de Windows. Donc ça, on a déjà expliqué également, je l'ai oublié. Alors, aujourd'hui, on va commencer ici. La suite du 3.2.6, démarrage de Windows toujours. L'outil msconfig pour theme configuration. Le msconfig, ici. Si nous lançons msconfig, voilà. Nous avons cette fenêtre qui s'affiche. La fenêtre de question de l'instant msconfig. alors msconfig est constitué de plusieurs onglets. C'est-à-dire l'outil msconfig affiche une fenêtre avec 5 onglets. L'onglet général, l'onglet. Alors, si nous prenons le cas, par exemple, de l'onglet démarrer, l'outil msconfig affiche le système de configuration, le démarrage qui charge tous les pilotes et les services. Alors, l'onglet général avec l'option démarrage normal est toujours coché par défaut. Parce que vous avez besoin que Windows vous affiche tous les pilotes nécessaires à l'ordinateur pour un travail décent, tous les services nécessaires pour votre ordinateur. Or, si vous prenez par exemple le mode démarrage en mode diagnostic, alors, comme vous voyez ici, Windows charge uniquement les pilotes et les services de base. Donc, ça veut dire que les fonctionnalités avancées de Windows ne seront pas affichées. Si vous prenez l'option démarrage en mode diagnostic ici, là, on charge uniquement les fonctionnalités de base. Ça veut dire que si Windows a peut-être 1000 fonctionnalités, si Windows a 1000 fonctionnalités, si on veut charger les fonctionnalités de base, ça veut dire qu'on peut charger peut-être 50 à 60% des fonctionnalités. C'est-à-dire à peu près 600 ou 500 fonctionnalités environ. Or, si vous prenez l'option, le démarrage sélectif, ici,
Si vous cochez cette option, démarrage sélectif, là, vous pouvez préciser vous-même ce que vous voulez. Charger les services système uniquement ou bien charger les éléments de démarrage uniquement. C'est vrai que permet à l'utilisateur de choisir les éléments à charger au démarrage. Si vous décidez que Windows charge uniquement les services système, il y a des services utilisateurs que vous n'aurez pas, par exemple, et vous aurez du mal à travailler. Donc, c'est pour cela que par défaut, c'est ceci qui est couché. Et c'est la meilleure option, c'est l'option démarrage normal, pour que Windows se démarre normalement sans vous perturber. Et lorsque vous voulez aussi connaître quel système est installé sur votre ordinateur, vous venez simplement sur l'onglet démarrer. Vous voyez là, on écrit la Windows 11, par exemple. C'est Windows 11 que moi j'ai installé. Système d'exploitation actuel, système d'exploitation par défaut. Parce qu'il peut arriver que vous avez installé plusieurs systèmes d'exploitation, c'est-à-dire Windows, Linux, Unix ou autre chose. Alors, vous allez remarquer ici les différents Windows, systèmes d'exploitation que vous avez installés ici. Il y a l'onglet service qu'on va revenir un peu là-dessus un peu plus tard. L'onglet démarrage, qu'on verra un peu plus tard également. Il y a certains outils que vous pouvez lancer aussi facilement. Par exemple, l'outil comme observateur d'événements. Si je clique là, sur exécuter, ça lance automatiquement cet outil-là. Observateur. Les outils Windows sont regroupés dans outils, ici. Onglet outils. Tous les outils, résolution des problèmes, gestion de l'ordinateur, information système, c'est-à-dire si vous voulez connaître par exemple les caractéristiques de votre ordinateur, comme vous voyez là. Parfois, vous achetez un ordinateur. Quand moi, je vais acheter un ordinateur, je lance l'outil MS-Config, et je viens dans Outils, je prends ceci. Quand moi, je vais acheter un ordinateur, je clique sur Exécuter. Là, ça me donne vraiment toutes les informations sur ce qu'on a installé là. Tout complètement. C'est beaucoup plus détaillé. Tout, les mémoires, tout. C'est vraiment détaillé ici. C'est ici quand moi, je vais acheter l'ordinateur, je viens regarder. Est-ce que Hyper-V, la virtualisation est activée? Je regarde tout. C'est ici que moi, je regarde. Je peux encore cliquer sur matériel ici pour avoir d'autres informations, les composants, ainsi de suite. Il y a tellement de choses pour regarder. Naturellement. Bon. Ici, vous avez des informations complètes. Des informations complètes sur la machine que vous voulez acheter. Moi, j'aime beaucoup plus l'outil MS-Config quand je vais acheter l'ordinateur. C'est là où moi je viens. Je suis plus à l'aise ici. Alors, nous allons parler maintenant du processus, du truth et service. On va parler de ça maintenant. Un processus, c'est quoi? Un processus est un programme en cours d'exécution. C'est ça qu'on appelle un processus. Un programme en cours d'exécution. Par exemple, Word est un programme en cours d'exécution, est un processus. Par exemple, si vous voyez ici Calculator, calculatrice qui est ici, est un processus. Tout ce que vous sont en cours d'exécution. Alors, prenons un cas pratique. Je lance un peu gestionnaire de tâches. Gestionnaire de tâches. Gestionnaire de tâches. Prenons un peu gestionnaire de tâches. Voilà. Quand je lance le gestionnaire de tâches, vous voyez, l'outil Webex qui est ici est en cours d'exécution. Vous voyez comment c'est en train de... Il y a des activités sur l'outil Webex. C'est un programme qui est en cours d'exécution actuellement. Si je prends Word, Word aussi est là. Si nous prenons Microsoft, pareil. Si nous prenons Microsoft Edge, vous voyez également, c'est en cours d'exécution. C'est ça qu'on appelle un processus. C'est un processus. Webex est un processus. Tout ce que vous voyez là, ce sont des processus. Même ici en bas, c'est bien écrit là, processus en arrière-plan. Il y a 89 processus en arrière-plan actuellement. 89. Si je lance par exemple une application comme calculatrice, je lance un peu la calculatrice, vous verrez que la calculatrice va se démarrer et s'afficher automatiquement ici. Ça va s'afficher là, quelque part la calculatrice. C'est ça ici, la calculatrice que je viens de lancer qui est là.
qui est en cours d'exécution actuellement, calculatrice. Avec deux, c'est ça que vous voyez là, calculatrice. Donc, calculatrice, par exemple, est un processus. Donc, un processus est un programme en cours d'exécution simplement. Un tweet, c'est quoi? Un tweet est une partie du processus. C'est une partie du processus qui peut être exécutée. Outil gestionnaire de tâches. Alors, si nous prenons par exemple le processus calculatrice là, vous voyez ici il y a deux éléments à l'intérieur. On peut dire qu'il y a deux parties, le runtime, broker et calculator, et calculatrice, le calculatrice même. Donc, on peut dire que le runtime broker là est un tweet. On peut considérer le runtime broker comme un tweet. Ou bien calculatrice comme un tweet. C'est ça qu'on dit, c'est une partie du processus. Voici un processus, calculatrice est un processus. Les deux éléments s'y constituent donc ce qu'on appelle un tweet. On a deux tweets à ce niveau-là. Donc, un tweet est une partie du processus qui peut être exécutée. Vous venez de voir ça. Pour configurer les processus Windows, ouvrez le gestionnaire de tâches, c'est ce qu'on a fait. Et la figure illustre l'onglet processus du gestionnaire des tâches. Donc, c'est très facile. Quand vous lancez le gestionnaire Windows, vous avez l'onglet processus là. Il vous affiche tous les processus dont vous avez besoin. C'est ça que vous voyez là. L'onglet processus. Tout ce rôle-là, clairement. Voilà. Alors, on va continuer. C'est quoi maintenant un service? Les services sont des programmes qui s'exécutent en arrière-plan. Il y a un outil qu'on appelle l'outil service qu'on peut démarrer. Démarrons cet outil. Le cours doit être pratique. Service. Service. Voilà. Je peux démarrer en tant qu'administrateur. Avoir accès à tout ce que je veux. On dit ici, sélectionner un élément pour obtenir une description. Je peux sélectionner, par exemple, un service DHCP et j'ai la description. On dit arrêter le service. Si j'arrête le service DHCP, ça veut dire que mon ordinateur ne peut plus recevoir d'adresse IP automatiquement. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas l'arrêter. Il y a redémarrer. Redémarrer le service, ça veut dire qu'on va relancer le client DHCP qui est là. Et on vous explique ici à quoi sert le service DHCP. Description. Inscrit et met à jour les adresses et les enregistrements DNS pour cet ordinateur. Si ce service est arrêté, cet ordinateur ne se recevra pas d'adresse IP et de mise à jour DNS dynamique. Si ce service est désactivé, tous les services qui en dépendent explicitement ne pourront pas démarrer. Un hacker, par exemple, qui entre dans votre ordinateur peut décider de désactiver le DHCP. Un hacker peut concevoir un outil, un malware, qui s'installe dans votre ordinateur, qui désinstalle le service client, le service DHCP, le service DNS, ou bien qui désinstalle totalement tous les services Windows. Totalement. Et là, vous ne pouvez même pas travailler. Et si le hacker désactive, par exemple, le service DHCP et le service DNS, alors vous ne pouvez pas aller sur Internet, vous ne pouvez rien faire, les connexions au réseau ne passent pas très bien parce que c'est perturbé par cette désactivation et tous les services qui sont liés au DHCP ne fonctionneront plus bien. Ce qui me plaît dans le cours de Windows, c'est que Windows vous explique chaque service. C'est-à-dire, vous sélectionnez comme ça. Le premier service ici, vous avez toute la description ici, à quoi ça sert, quel est son impact. Si vous prenez acquisition d'images Windows, on vous explique très bien. Agent d'activation runtime vous explique.
agent de stratégie, IPsec vous explique alimentation, vous explique très bien tous les services. Donc, ça que j'aime sur Windows, tout est détaillé. Mais parfois, on ne se rend même pas compte. Alors, nous allons continuer. Pour configurer les services Windows, recherchez les services, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. La figure illustre l'applet, c'est-à-dire l'interface ici, du panneau de configuration des services Windows. Configurer les services avec une extrême précaution. Pourquoi il faut faire attention? Parce qu'en arrêtant un service, vous pouvez endommager certaines fonctionnalités de votre ordinateur. C'est ça qu'on dit, éviter de manipuler les services n'importe comment. Tout à l'heure, je venais vous montrer, par exemple, le service client DHCP. Si vous le désactivez, vous voyez, vous aurez du mal à fonctionner. Ce service a du mal à fonctionner. L'arrêt d'un service peut avoir une incidence négative sur les applications ou d'autres services. Bon, je pense qu'on a déjà expliqué cela. Si vous tentez d'arrêter le service DHCP qui est là, on peut l'arrêter. Hein. On fait un clic droit là, arrêter, redémarrer, toutes les tâches, arrêter, démarrer, actualiser, ou bien prendre propriété pour voir les types de démarrage ici, automatique, manuel, désactivé. Donc, on peut désactiver ça facilement. Ça peut se faire tout simplement ici. Donc, c'est l'onglet connexion, l'onglet récupération, l'onglet dépendance. Mais ce n'est pas très important. C'est l'onglet général qui nous intéresse. Alors, c'est bon pour ces pages, bien expliqué. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'allocation, n'est-ce pas? L'allocation de mémoire et le handle. C'est ça qu'on va expliquer maintenant. L'allocation virtuelle allouée, attribuée. Quand nous parlons d'allocation ici, c'est attribution. Allocation virtuelle réservée à un processus d'un ordinateur Windows 32 bits est de 4 Go maximum. Voici par exemple, j'ai schématisé ça ici, l'allocation virtuelle, l'attribution virtuelle réservée à un processus. Si nous prenons un processus comme Word, Word est un processus. Si le système d'exploitation que nous avons installé fonctionne avec 32 bits, Windows 32 bits, prenons par exemple Windows 7. Windows 7, par exemple, fonctionne avec Windows 32 bits. Alors, si c'est Windows 7 qui est installé, nous avons Windows 32 bits. Alors, si nous lançons un processus, nous lançons Word, ça veut dire que nous avons déclenché un processus et Windows 32 bits va réserver à ce processus, Windows 32 bits va réserver à ce processus 4 gigaoctets. C'est ça qu'on dit l'allocation virtuelle réservée à un processus sur un ordinateur 32 bits est de 4 gigaoctets maximum. Donc, au maximum, on va réserver 4 gigaoctets pour le processus Word que nous avons lancé. Et cette réservation se passe dans la mémoire RAM. N'oubliez pas que tout ce que nous exécutons se charge dans la mémoire RAM. Donc, dans la mémoire RAM de manière virtuelle, on réservera 4 gigaoctets. Ce n'est pas 4 gigas physiques, hein, c'est de manière virtuelle. Ce n'est pas comme si on a réservé de manière physique 4 gigas. Alors, si vous comprenez ça comme ça, ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir juste un ordinateur qui a 8 gigaoctets. Et si Word simplement utilise 4 gigas, il ne reste que 4. Et si on lance aussi Excel, vous ne pouvez plus travailler. Donc, ce sont des réservations virtuelles. Ce ne sont pas des réservations physiques. Alors que chaque processus d'un ordinateur Windows 64 bits réserve 8 téraoctets. Donc, ça ici, si nous prenons Windows 10 ou Windows 11, nous aurons Windows 64 bits qui fonctionne et un processus comme Word utilisera de manière virtuelle 8 Tera dans la mémoire virtuelle
la mémoire virtuelle RAM. Alors, c'est quoi un handle? Je ne sais pas si je prononce bien. Le handle est un mode d'adressage des fichiers ou DOS. Le handle est un mode d'adressage des fichiers au DOS ou à Windows. Alors, l'adresse virtuelle ne correspond pas, attendez un instant, l'adresse virtuelle ne correspond pas à l'emplacement physique réel dans la mémoire. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Voici une mémoire RAM de 8 Go. De 8 Go. On dit l'adresse virtuelle, dont l'attribution virtuelle ne correspond pas à l'emplacement physique réel dans la mémoire. Donc, les 4 gigaoctets là, ce n'est pas réel, c'est de manière virtuelle. Les 8 téraoctets que nous avons ici, c'est de manière virtuelle, ce n'est pas l'emplacement physique réel de la mémoire. Alors, Microsoft a développé un outil qu'on appelle RAMMap, qui fournit des informations sur la façon dont Windows a alloué de la mémoire système au noyau. Si nous lançons RAMMap, RAMMap vous donne l'adressage des fichiers au niveau de Windows. C'est-à-dire, avec RAMMap, comme vous voyez ici, je ne vais pas agrandir ça. Attendez un peu. On peut prendre le zoom. Voici un peu RAMMap que vous voyez là. Ça vous donne les informations sur tout ce qui a été chargé au niveau de la mémoire. Vous voyez ici, par exemple, le kernel stack ici en bas, le driver load. C'est vrai que ce n'est pas très clair ici. Ça qu'on dit, RAMMap fournit les informations sur la façon dont Windows a alloué de la mémoire système au noyau. On va regarder là, le noyau utilise quel espace concrètement. Au processus, les processus utilisent quel espace de mémoire. Au pilote, vous voyez les pilotes utilisent, par exemple, voici driver load. Driver, c'est les pilotes, par exemple. Vous donne l'occupation de la mémoire ici. Voilà. Vous avez kernel. Kernel stack, là, c'est pour le noyau. Utilisation, la taille totale, active, ainsi de suite. Et aux applications. Les applications également ne sont pas mises de côté. Les systèmes aussi. Il y a beaucoup d'informations là. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore RAMMap installé dans ma machine. RAMMap, je ne suis pas sûr que j'ai encore ça installé. RAMMap, je ne suis pas sûr. Alors, il y a un TP là-dessus, hein, ne vous inquiétez pas, même si je n'ai pas installé ça dans ma machine. Vous pouvez télécharger ça facilement sur Internet, RAMMap. Ça ne coûte rien, vous téléchargez. RAMMap. Bon, on va download un peu, comme c'est un petit fichier qui ne coûte rien du tout. On va essayer de l'installer et de l'ouvrir directement. RAMMap. Voilà. Voici, on peut lancer. Voilà. C'est rien du tout, c'est un petit outil. Facile à installer. Voilà. RAMMap que j'ai lancé, ça vous donne par exemple la répartition, comment est-ce que votre mémoire a été attribuée. C'est RAMMap qui vous montre comment les mémoires ont été attribuées de manière virtuelle. C'est RAMMap qui le fait. C'est ça qu'on appelle RAMMap. Vous avez le processus privé avec la répartition, l'occupation de la mémoire là. Mappa file, le fichier mappé, le fichier partagé, page table. Vous avez page pool, non page pool, système PTE, système private, metafile, AVE, driver lock, kernel stack. Voilà. Et
si on revient là, vous avez tous les processus, MS-Confi, tout ce qu'on a comme processus qui sont lancés en arrière-plan, sont affichés là. La map vous montre ça. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on vous donne l'ID de chaque processus, les différentes tailles dans la mémoire, ça vous voyez là, comment s'occuper dans la mémoire. Rappelez-vous par exemple le processus SMSS, SMSS.exe, qui permet de charger le logon, c'est-à-dire la porte d'authentification, vous montre ça, c'est ça ici. Rappelez-vous de ça, c'est ici, ça ici, c'est ça que vous voyez là, ça ici, SMSS.exe. C'est ça qui permet à Windows de charger Logon, qui vous permet maintenant d'accéder facilement à votre ordinateur. On a vu ça l'autre jour. Vous voyez ce service-là est exécuté là. Je vous ai parlé de WinLogon l'autre jour. WinLogon. WinLogon, le voici. Je vais dire WinLogon. Voilà. Logon, là, le voilà ici. WinLogon. Nous avons parlé de quoi encore l'autre jour? De WinLoad. Ça, c'est WinInit. WinLoad doit être quelque part là. Si on fouille là, on va voir tous les services. Hein. Tous les services que vous connaissez. Tous les services sont là. Bon. C'est je cherche WinLoad. Je vais vous montrer un peu WinLoad. Il y a tellement de choses. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Quelque part là, c'est parce qu'on n'a pas le temps de fouiller progressivement. Voilà le registre lui-même qui est lancé. Le registre est là. Le registre est là. Le service, l'outil service qui est là aussi. Il y a tellement de services. Il y a des millions de services là. On ne peut pas tout expliquer maintenant. On va aller par progressivement. On va étudier progressivement. Progressivement. On va évoluer. Alors, voici même le processus Explorer qui est là. L'Explorer qui est lancé. Donc, en réalité, RAMMap nous permet d'avoir une visualisation complète. On peut aussi venir ici dans Priority Summary, la Physical Page, pour voir comment c'est reparti de manière physique. Physical Range, Price Summary, pour avoir des informations là-dessus. Et un résumé sur les fichiers, sur les différents accès que nous avons en arrière-plan, et leur occupation et tout ça, taille, ainsi de suite. File détail. Voilà. Si on prend par exemple, c'est le programme file ici. On clique là pour avoir les détails, ça nous donne toutes les informations sur le physical address et les différentes mappages qu'on a effectuées en arrière-plan. Ça, vous voyez là. Voilà, donc de manière bien détaillée. Ça, c'est l'outil ROMmap. Vous verrez ça dans le TP 3.2.11, dans ce TP. Nous allons clôturer cette partie donc avec le registre. Pardon, le registre. Le registre, je regarde le nombre de minutes déjà. Sont combien de minutes? 9 déjà. Alors, le registre est une base de données, j'explique ça l'autre jour, est une base de données hiérarchique dont le niveau le plus élevé est appelé ruche et dont les niveaux inférieurs sont appelés des clés. Des clés ou sous-clés. Des clés ou sous-clés, respectivement. J'ai expliqué la dernière fois que le registre contient des paramètres tels que paramètres concernant le matériel, les applications, l'utilisateur et aussi le système. Alors, l'autre jour, j'ai expliqué le cas de HK Local Machine. J'ai expliqué ça l'autre jour. Il y a le cas aussi de HK Current User. J'ai expliqué l'autre jour. Il y a d'autres clés comme le HK Current Config pour le profil matériel. C'est pour ça qu'on parle de matériel ici. Nous avons le HK User pour les comptes utilisateurs. Quand vous créez des comptes utilisateurs, c'est ici.
cette base de données qui gère ça, et le HK class root pour des applications, de manière générale. Les applications que vous installez. Les applications que vous installez ou bien que vous utilisez. Donc, les valeurs stockent les données et les enregistrements dans les clés et les sous-clés. Nous allons revenir un peu ce qu'on entend par clé et les sous-clés tout à l'heure. La clé de registre peut comporter jusqu'à 512 niveaux. Si nous prenons par exemple regedi.exe, ici, si je fais ça, nous prenons regedi.exe et que nous exécutons, alors voici donc les 5 ruches. Les 5 ruches. C'est ici. Voilà. On dit ici, le tableau répertorie les 5 ruches du registre Windows. Pourquoi? Parce qu'on a dit ici que le registre est une base de données hiérarchique dont le niveau le plus élevé est appelé ruche. Donc, quand vous regardez là, on a HK class root est une ruche, HK current user est une ruche, HK local machine est une ruche et HK user est une ruche et le HK current config est une autre ruche. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On parle de 5 ruches ici en bas. 5 ruches. Et on dit, et dont les niveaux inférieurs sont appelés les clés ou les sous-clés. Niveau inférieur, c'est ici. Si j'ouvre là, par exemple, HK local machine ici, c'est ça qu'on appelle le niveau inférieur. Voilà. Moi, je n'ai pas de droit, je suis en mode invité. Donc, vous voyez que là, par exemple, vous avez BCD, hardware, SAM, security, software. Donc, et ça, on parle des clés ou des sous-clés. Ça, peut être, ceci peut être, par exemple, software peut être une clé. À l'intérieur, on a des sous-clés encore, des sous-clés encore. Voilà. Donc, des clés ou des sous-clés. Ça, c'est une clé. Ceci est considéré comme une sous-clé, par exemple. Ou bien ça, une sous-clé. Et c'est juste pour le considérer maintenant comme une clé et l'intérieur comme une sous-clé. Donc, ça évolue en fur et à mesure. Donc, on dit la clé de registre peut contenir jusqu'à 512 niveaux. Donc, en ouvrant les différents niveaux là, on parle jusqu'à 500. 500. On parle jusqu'à 500 niveaux dans une clé. Donc, voilà. Jusqu'à 500 niveaux dans une clé. Et enfin, comme le montre la figure, l'outil Regedi qu'on vient de lancer permet de modifier le registre. Vous pouvez modifier le registre. Je peux faire un clic droit là, par exemple, sur excel.exe ici. Et je décide de modifier, de supprimer, de renommer, d'exporter, de nouvelles définitions d'autorisation, mais on ne vous conseille pas de le faire. Vous pouvez le faire, mais c'est déconseillé. Alors, il est impossible de créer de nouvelles ruches. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, comme nous avons 5 ruches ici, vous ne pouvez pas venir augmenter une 6e ici. On a 1, 2, 3, 4, 5 ruches. Vous ne pouvez pas augmenter une 6e. Ça veut dire il est impossible de créer de nouvelles ruches. C'est impossible. Vous ne pouvez pas augmenter. Mais en revanche, il est possible de créer, modifier ou supprimer des clés. Donc, en revanche, je peux ouvrir, par exemple, HK class root. Je fais un clic droit dedans. On dit nouveau, clé. Donc, vous pouvez créer, vous pouvez modifier, vous pouvez supprimer là, renommer. Voilà, on peut créer créer une nouvelle clé, la chaîne de valeur, tout et tout. Mais ne faites pas l'erreur de venir modifier n'importe quoi ici si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Vous pouvez endommager facilement votre ordinateur. Donc, on peut créer, on peut modifier, on peut supprimer des clés et des valeurs de registre dans les ruches en utilisant l'outil regedi.exe. C'est ça que je viens de vous montrer. Donc, je peux faire un clic droit là. Je décide par exemple de créer une nouvelle valeur, une nouvelle clé, de supprimer, de renommer, de faire ce que je veux, d'exporter, définir d'autorisation. Mais il faut faire très, très attention. Alors, le premier TP que vous allez faire, c'est ce TP-ci.
3.2.11, travaux pratiques. Ça, c'est le tout premier TP de ce chapitre. Découvrez les processus, les tweets, les handles et le registre Windows. Au cours de ces travaux pratiques, vous aborderez les points suivants. Vous allez découvrir les processus, les tweets, les handles à l'aide du Process Explorer de 6 Internal Suite. Vous verrez ça dans le DP. Utilisez le registre Windows pour modifier un paramètre. Vous allez voir comment modifier un petit paramètre de Windows. Je vous invite vraiment à faire ce TP. C'est très, très important. Ceux qui ne sont pas inscrits dans ce cours, il vous suffit tout simplement de m'écrire là, ou bien d'aller sur mes pages YouTube. Vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail. Vous donnez votre nom, votre prénom et votre mail pour vous inscrire dans ce cours gratuitement, si vous le voulez. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Nous allons terminer la deuxième partie et prochainement, nous allons démarrer la troisième. Parce que nous avons 4 parties, n'oubliez pas cela. Nous avons 4 parties. Donc, ne ratez pas le prochain cours. On va commencer avec la configuration et surveillance de Windows. Voilà. Bientôt, on va terminer le troisième module. Bien. Portez-vous bien et bonne journée à tous. Bye bye.